Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, nous sommes le 22 octobre 2025. Je vous retrouve pour une 94e mondoscopie. Je ne sais pas, un jour peut-être je m'arrêterai de dire le numéro, mais enfin. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas commencer par vous parler de l'évolution du conflit ukrainien, même s'il y a pas mal de choses à dire. Ce sera mon second point. Mon premier point, eh bien, c'est que je vais vous parler des dessous de l'OTAN. Et ces dessous-là ne sont pas très affriolants, si j'ose dire. Je vais tout de suite commencer. Alors d'abord, likez, partagez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Soutenez-nous via Tipeee, les liens sont en description. Devenez membre du cercle des amis de Paix et Guerre. Là aussi, c'est en description. Vous pouvez rejoindre ce cercle pour une somme très modique et avoir accès à des contenus supplémentaires, voilà, exclusifs. Bon, voilà, c'était les annonces habituelles. Donc, mon premier point, c'est l'OTAN. Et c'est des révélations qui viennent de sortir, même si l'enquête, elle, a quelques années, manifestement, sur des marchés truqués d'armement, tout simplement. Voilà, l'OTAN, qui est le temple, n'est-ce pas, de notre puissance collective occidentale, eh bien, fait face quand même à des travers internes, et encore, ce n'est qu'une enquête, il doit y avoir beaucoup d'autres choses à trouver. Mais là, il y a une affaire assez importante quand même de corruption, qui naturellement est soigneusement tue dans nos médias, mais qui éclate, et qui éclate depuis mai dernier, puisqu'il y a eu des arrestations qui ont été faites, il y avait une série d'arrestations en Europe, déjà de 5 individus, un Américain, un Turc, un Belge et 2 Grecs. Mais je pense que voilà, c'est le début d'un processus. Alors après, la question, c'est bien sûr de savoir à quoi correspond cette série d'arrestations. Est-ce que c'est vraiment pour nettoyer une agence de l'OTAN en l'espèce, ou bien est-ce que c'est finalement, au prétexte de transparence, une façon de reprendre le contrôle? Et pour qui? Mais je vais rentrer dans le détail. Donc, en mai dernier, a été arrêté à Lugano un premier individu, un Américain, spécialiste des munitions d'une agence de l'OTAN, qui est une agence importante, qui est l'agence de soutien et d'acquisition, la NSPA. Et en fait, a été mis à jour, si vous voulez, un vaste système mis en place par des agents de cette agence, si vous voulez, ou des ex-agents bien souvent, mais aussi il y en a certains qui sont encore en place. Mais en tout cas, ces ex-agents qui sont devenus consultants, sans qu'on ait manifestement vu là un quelconque conflit d'intérêts, sont devenus consultants et en fait en vue, pour être simple, de peser sur des appels d'offres de contrats d'armement de l'Alliance. Voilà, en échange, bien sûr, d'argent, en échange de commissions importantes. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs contrats qui sont en cause, notamment pour l'Américain, là, en question, un contrat italien. Donc, c'est une enquête qui a mis à jour tout ça. C'est une enquête qui a été diligentée par le FBI et par la police du Pentagone, c'est-à-dire la Defense Criminal Investigation Service, le DCIS, et donc qui a abouti à cette arrestation de l'Américain. Donc tout ça, c'était, alors au départ, on s'est inquiété de transactions quand même assez suspectes autour d'un contrat important de TNT, qui est un explosif, et qui était destiné à l'armée de terre américaine. Donc il y avait des flux financiers entre cet individu et une entreprise italienne qui voulait ce marché. Bon, il aurait pris à peu près 1 million d'euros sur un an, enfin sur même pas un an, sur 8 mois. En fait, le truc, c'est qu'il se sert bien sûr de ses connexions, de son carnet d'adresses, des informations auxquelles il peut avoir accès, même en étant ex de l'agence, pour permettre à une société de remporter l'appel d'offres, de remporter le contrat. C'est toujours, bon, c'est une
je ne dirais pas que c'est une pratique extrêmement courante, mais ça l'est, tout le monde le sait. Mais enfin, là, quand même, ça touche l'Alliance. Donc, il s'est appuyé sur un ancien collègue qui, lui, était toujours en place au sein de la NSPA pour influer sur l'appel d'offres. Et le complice en question, c'était un Turc, lui, spécialiste des munitions. Bon, voilà. Alors, il s'est fait verser, bien sûr, des commissions. Par petites sommes, n'est-ce pas, pour passer inaperçu, mais enfin tout de même, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et donc, ce Turc, en échange de cet argent, a sélectionné, n'est-ce pas, la meilleure offre pour l'armée américaine, et il a recommandé celle de l'entreprise italienne cliente de l'américain. Voilà. Bon. Il a écarté, bien sûr, c'est toujours, vous savez, c'est comme les spécifications des appels d'offres. Quand vous connaissez les spécifications voulues par le client, c'est évidemment très intéressant quand vous soumettez un appel d'offres. Bon. Donc, l'entreprise italienne a donc obtenu ce contrat, qui était quand même de plus de 100 millions d'euros. Ils ont les deux l'italien et l'américain et le turc ont essayé de recommencer avec une autre entreprise, Letton. Ça n'a pas eu de suite, mais là on lui proposait d'entrer dans le club évidemment des fournisseurs attitrés, référencés, si vous voulez, de l'agence, de la NSPA. Voilà. Bon, là ça n'a pas marché dans ce deuxième cas. Tout ça se passait, comme toujours, des rencontres dans des hôtels où on explique qu'on peut aider à remporter les appels d'offres, évidemment, en échange de rétrocommissions sur les ventes d'armes aux États. Donc ces deux-là, ils sont en prison, l'un en Suisse, l'autre en Belgique. Il y a eu un troisième qui s'est fait interpeller, toujours en mai. Lui aussi, un ancien de la NSPA, devenu consultant, mis en examen pour corruption, active, passive, blanchiment, participation à une organisation criminelle. Lui, on l'accuse d'avoir touché des commissions sur des achats de drones, de munitions, d'équipements d'avions, toujours les mêmes années, 19-20. Là aussi, voilà, c'est des contrats importants. Alors, face à cela, que se passe-t-il? Et c'est là que ça devient très intéressant. Donc, il y a des problèmes dans cette agence, avec des anciens, avec des actuels agents de cette structure. Et évidemment, le secrétaire général de l'Alliance, le Hollandais Mark Rutte, a expliqué qu'il avait l'intention de remonter aux racines de cette affaire, que l'OTAN ne mangeait pas de ce pain-là, qu'il était prêt à lever l'immunité diplomatique de plusieurs agents, etc., etc. Bon. Ce qui est clair, c'est que ces trois individus, donc l'Américain, le Turc, le Belge, ont tous travaillé à la NSPA. Qu'ils œuvraient à la direction des opérations, donc ils étaient affectés au programme d'achat de munitions. C'est toujours, alors c'est ce qu'on appelait le groupe des anciens, des old boys, le club des old boys, et c'est une pratique assez courante, c'est-à-dire quand vous sortez de ce type de fonction, vous montez votre entreprise de consultant et puis vous faites du consulting. Voilà. Après, qu'est-ce que vous vendez? Votre expertise, votre carnet d'adresses, votre connaissance très précise, bien sûr, des marchés d'armement, des interlocuteurs, des contraintes, etc., etc., pour aider, évidemment, des entreprises extérieures à obtenir des marchés de la part de l'OTAN, finalement, quand vous êtes industriel. Bon. Donc, tout ça, manifestement, s'est monté en puissance. En fait, toutes ces petites firmes de consulting sont montées en puissance. Et c'est évidemment d'autant plus important que, comme on le sait, il y a eu des pressions et des demandes américaines pour que les États membres de l'Alliance portent leurs dépenses de défense à au moins 2% de leur PIB. Et ça, c'était dès 2014. Et donc, finalement, cette centrale, cette procurement agency, là, cette centrale d'achat, est devenue une plateforme d'acquisition dont dépendaient finalement des programmes à gros budget pour des États,
On parle de l'avion ravitailleur d'Airbus, MRTT, A330, on parle du successeur de la WAX pour Boeing. Et donc, voilà, tous ces gens, d'un seul coup, ils valent de l'or, c'est vrai. Ils peuvent évidemment aider les industriels qui les font travailler et les rémunèrent, à obtenir des informations, des tuyaux. Ils peuvent leur expliquer comment postuler dans des appels d'offres qui sont quand même très complexes. Voilà, il y a un code d'éthique manifestement assez flou, n'est-ce pas, qui fait qu'on peut passer d'une agence de l'OTAN à finalement une boîte privée de consulting et qu'on ne voit pas, il n'y a pas de trafic d'influence a priori présumé. Bon, donc tout ça, voilà, ça remonte finalement, ça a commencé probablement au milieu des années 2010, donc vers 2014, mais il y a eu des traces dès 2017. Et puis, il y a aussi le Turc en question, là. Lui, il avait monté une société qui s'appelait Arca Défense, qui est très liée en fait au pouvoir d'Erdogan. Qui a surfé manifestement sur le complexe militaro-industriel qui est tenu par Erdogan et ses proches. Donc, en fait, le gouvernement turc lui confiait des sites de production de munitions, un immense marché de munitions, de petits calibres, etc., etc. Donc on voit que la toile est assez étendue, touche aussi certains réseaux gouvernementaux. Ça prend évidemment d'autant plus d'importance à partir de l'invasion russe de l'Ukraine, parce qu'à ce moment-là, les Occidentaux cherchent à se procurer des munitions pour aider l'Ukraine partout. Évidemment, c'est d'ailleurs la société du Turc qui est sélectionnée par le Pentagone pour livrer plus de 116 000 obus à Washington en 2023. Et en dépit du fait que cet homme, le Turc, là, a été appréhendé et incarcéré, eh bien finalement, il va être libéré, n'est-ce pas, probablement sur intervention politique d'Erdogan auprès de Trump, en l'espèce. Donc il est arrêté au terme d'une enquête, mais finalement il est miraculeusement libéré. Le département de la justice américain, qui est derrière les enquêtes du FBI et de la police du Pentagone, décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Voilà, donc il abandonne toutes les poursuites, aussi bien contre l'Américain et contre le Turc, contre son complice. Alors derrière tout ça, évidemment, il y a quand même des soupçons de complaisance ou peut-être juste d'aveuglement ou de « je regarde ailleurs » de la part de la directrice américaine, naturellement, de cette agence. Voilà. Et donc, mais elle n'est manifestement pas mise en cause, protégée par les États-Unis. Et bien sûr, elle explique qu'elle va elle-même mettre en place une structure de contrôle, une structure d'enquête propre, ce qui lui permet d'avoir la haute main, bien sûr, sur tout ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui est jugé important ou pas. Et là, il y a aussi un léger petit problème, si vous voulez, parce qu'en plus, les lanceurs d'alerte, donc il y avait la DRH de l'agence, il y avait un autre comment dirais-je, un autre responsable de cette agence aussi, qui avait alerté et qui, comme par hasard, ont été remerciés, n'ont pas été renouvelés, ont été écartés, ont subi des pressions, bref, ils ont fini par partir, ceux-là. Donc en fait, ceux qui finalement ont mis à jour ce système de corruption sont dégagés. On dit qu'on enquête, mais on libère certains des individus
appréhendé. Il y avait aussi 2 Grecs qui sont aussi impliqués, qui eux dirigeaient une société qui fournissait des carburants aux marines militaires occidentales, un groupe qui s'appelait Global Defense Logistics. Et eux, ils sont à la position des industriels qui cherchent des marchés. Ils ont corrompu un employé, toujours de la même agence, la NSPA, qui devait les aider à obtenir des contrats de fuel maritime en échange de commissions. Bon, donc tout ça, si vous voulez, moi ça me fait toujours penser, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on dit qu'il y a un problème, on dit qu'on s'en occupe, on met en place, j'allais dire, une sorte d'écran de fumée de sévérité et de détermination, n'est-ce pas, à mettre à jour les fraudes, la corruption et à écarter et à poursuivre les gens impliqués. Et puis en fait, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle de l'agence, mais pas forcément pour la rendre blanc-bleu, entre guillemets, pour la rendre de nouveau honorable. On s'en sert surtout pour reprendre le contrôle. Et en l'espèce, il y a quand même un certain nombre d'États qui se sont inquiétés de ce qui se passait dans cette agence et un certain nombre d'autres qui n'y voient pas trop de problème. D'ailleurs, les 2 Grecs qui ont été aussi incriminés, eux aussi vont voir les poursuites contre eux abandonnées par le département de la justice en juillet dernier, et donc ils sont libérés. Voilà. Ils n'ont plus à faire face à des charges contre eux. Chers amis de Paix et Guerre, je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Aujourd'hui, on a tous accès à Internet, mais pas toujours au même Internet. Que vous le sachiez ou non, le contenu auquel vous avez accès dépend de votre emplacement géographique. Beaucoup de plateformes et de médias restreignent leur accès selon votre adresse IP. C'est ce qu'on appelle les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez vous retrouver bloqué si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez regarder des programmes sur MyCanal ou France TV. En effet, certains pays bloquent l'accès à ces services, tout comme la France bloque par exemple RT France, pour ne pas la nommer, ou d'autres chaînes comme RTBF ou RTL Play. Cela peut être très handicapant, surtout lorsqu'on s'intéresse, comme vous sans doute, aux questions internationales, à la géopolitique et qu'on veut confronter les points de vue. C'est là que NordVPN entre en jeu. Avec NordVPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement. En un clic, vous adoptez une adresse IP belge, française, américaine ou d'un autre pays. Vous êtes ailleurs virtuellement. Résultat, vous accédez librement à des contenus normalement bloqués dans votre pays, et tout ça de manière sécurisée. Vos données sont chiffrées, votre IP est masquée et votre navigation est 100% confidentielle. Mais ce n'est pas tout. NordVPN intègre aussi une protection contre les sites malveillants, c'est ce qu'ils appellent la protection anti-menace. Si vous tombez sur une fausse boutique, un site douteux ou une arnaque au phishing, NordVPN vous alerte et bloque immédiatement l'accès en temps réel. Et en plus, il bloque aussi les trackers web qui récoltent vos données à votre insu pour vous inonder de publicités ciblées, qui est quand même très désagréable. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez rejoindre NordVPN via le lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, avec bien sûr une garantie de remboursement de 30 jours. NordVPN, c'est un vrai plus pour sécuriser votre navigation et débloquer tout le potentiel de l'Internet international. Vous restez à l'abri de toutes les menaces tout en pouvant mieux vous informer. C'est un formidable outil, en fait, tout en un. Et enfin, évidemment, en vous abonnant à NordVPN, vous savez que vous soutenez Paix et Guerre, et de cela, je vous remercie déjà par avance. C'est quand même donc très intéressant de voir qu'au moment où la directrice de cette agence incriminée et où l'OTAN, par la voix de son secrétaire général, communique sur leur coopération active, n'est-ce pas, aux enquêtes judiciaires internationales, et au moment où on dit qu'on va arracher le mal à la racine, n'est-ce pas, eh bien, il y a une série d'interventions politiques qui étouffent en fait ces affaires. Les enquêtes sont, on dirait,
très instrumentalisées finalement. La question, c'est à quoi servent-elles? Elles sont les instruments de quoi? Et à mon avis, c'est surtout une manœuvre en fait américaine qui est destinée à reprendre contrôle sur les États membres de l'Alliance, et la directrice d'ailleurs elle-même de la société en question n'est absolument pas inquiétée. Son contrat court jusqu'en 2026, manifestement elle n'a pas l'air de devoir quitter son poste ou d'être contrainte de quitter son poste. Et en fait, toute l'idée, c'est plutôt de faire le ménage et de nettoyer les couloirs de cette agence des gens qui, finalement, ont mis le doigt et ont tenté d'alerter sur les dysfonctionnements de l'agence et sur les faits de corruption. Donc, plutôt que de se focaliser sur toutes les irrégularités et les délits commis autour de ces appels d'offres. Donc, la directrice, qui s'appelle Stacey Cummings, garde finalement la main sur tous ces dossiers. Les lanceurs d'alerte sont remerciés, voilà, sont suspendus, leur contrat pas renouvelé. Le chef aussi, il y avait le chef de l'audit interne de la NSPA, qui était un Italien, qui était chargé de la lutte antifraude et qui lui aussi était inquiet d'un certain nombre de choses. Il avait signalé un certain nombre de faits. Il a donc fait l'objet de pression et il n'a pas été renouvelé non plus. Donc on est vraiment devant une espèce d'opération de nettoyage interne, mais qui ne veut pas dire que la corruption va cesser, simplement qu'elle va être reprise en main et probablement plus étroitement contrôlée. On voit bien que la directrice de l'agence, elle est soutenue par les États-Unis, par les Pays-Bas, dont Mark Rutte est un ressortissant, même s'il est secrétaire général de l'agence, et le Danemark. Et il y a un autre groupe de pays qui est emmené par la Norvège, qui, lui, s'inquiète de ce laxisme de Washington en matière de corruption. Et donc, finalement, vous avez une fronde, en fait, de la France, de l'Allemagne, de la Turquie, qui veulent plus de transparence, mais qui aussi veulent garder un peu de contrôle sur l'agence, parce que sinon, tout ça va leur échapper. Donc voilà, on est en train en fait d'assister, et pour moi c'est un fait intéressant quand même à relever, à une reprise en main des États membres de l'Alliance par les États-Unis, qui vont être mis de plus en plus, ces États, sous surveillance. D'ailleurs, la correspondance électronique d'un certain nombre d'officiers détachés au siège de cette agence, donc d'officiers détachés par leurs États au siège de cette agence à Luxembourg, voient leur communication et leur correspondance électronique écoutée. Donc ils s'en sont quand même inquiétés, parce que ça peut avoir bien sûr des implications sur le fond de leur travail, évidemment. Il peut y avoir des fuites d'informations, mais manifestement, il s'agit surtout de contrôler ce qui se passe pour les Américains, et il s'agit aussi d'ailleurs de transférer à Bruxelles cette agence qui était au Luxembourg jusqu'à présent, pour mieux en contrôler la gestion. Donc, on est face à une affaire quand même qui est très politique, mais qui révèle aussi que l'OTAN et certaines parties de l'OTAN mènent des jeux, comment dirais-je, pas très clairs, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que quand même, l'Alliance, ça fonctionne aussi sur la base, en tout cas théorique, d'une forme de confiance, n'est-ce pas, entre alliés, entre pays membres. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a une sorte de non-renouvellement, d'épidémie de non-renouvellement de contrats qui frappe tous ceux qui ont signalé les dysfonctionnements. Donc vous voyez, comme d'habitude, c'est un peu comme les false flags en matière de guerre ou de crise ou de conflit, c'est-à-dire
on met rapidement le scope, la lunette sur des faits, des dysfonctionnements, et puis après on explique qu'on va faire une enquête, qu'on veut la transparence, et en fait on reprend le contrôle, on nettoie les quelques individus qui faisaient un peu tâche peut-être, ou qui avaient été trop visibles, et en tout cas repérés pour leurs agissements, et ça ne veut pas dire que ces pratiques sur les appels d'offres vont cesser pour autant, parce qu'en fait, la manière dont, enfin, ce qu'a révélé l'enquête, c'est aussi qu'il y a une immense, c'est business as usual, c'est-à-dire ça se faisait extrêmement facilement. Donc, Mark Rutte, pour le compte des États-Unis, bien sûr, est en train de reprendre la main sur la gouvernance de l'OTAN. Donc, en transférant le secrétariat de l'organisme de contrôle de cette agence à Bruxelles, sous la coupe de son directeur de cabinet, qui est son homme de confiance, et qui est en train de prendre voilà, la main sur la communication, les ressources financières de l'Alliance, le management, etc., etc. Voilà, pour améliorer la gouvernance, pour améliorer la transparence, en fait, on resserre les boulons, mais ça n'est pas forcément autre chose qu'un appétit de contrôle et de pouvoir et un besoin de bien maîtriser tout ce qui se passe. Bon, voilà, je voulais vous faire ce petit point. Sur cette affaire, bon, j'aurais pu rentrer dans beaucoup d'autres détails, mais c'est pour vous montrer que la guerre en Ukraine, et même depuis la guerre en Ukraine, mais même avant, et à vrai dire on le sait, depuis le coup d'État de Maïdan en 2014, et la nécessité pour l'Alliance de préparer les forces ukrainiennes au choc contre la Russie, eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses, un certain nombre de malversations, et aussi un certain nombre d'individus qui, naturellement, en ont profité à titre personnel et purement opportuniste. Voilà. J'en viens à mon deuxième point, l'Ukraine. Alors, j'ai intitulé ça « Le cadavre de la paix en Ukraine bouge encore ». Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste des petites convulsions post-mortem, si vous voulez, ou bien est-ce que c'est un peu plus que ça? Bon, d'abord, il y a eu la conversation téléphonique, l'entretien téléphonique qui a duré 2 heures, si vous enlevez la traduction, mettons 1 heure, entre Trump et Poutine. Manifestement, depuis la question de la menace que faisaient peser les Américains d'une livraison de missiles Tomahawk aux Ukrainiens est morte, pour l'instant, en tout cas a été retirée. Alors on peut se dire que Poutine a peut-être expliqué tout de même à Trump pendant cet entretien téléphonique, comme il l'avait d'ailleurs dit et fait dire, que si c'était le cas, il n'y aurait plus d'Ukraine. Voilà. Et que ce serait la rupture de la relation américano-russe si jamais Donald Trump se risquait à une telle folie. On peut aussi penser que cette menace était peut-être instrumentale de la part des Américains, c'est-à-dire que ça visait surtout à essayer de ramener Vladimir Poutine à la table des négociations sur des bases qui puissent plaire aux États-Unis. Mais enfin, on sait qu'il y a un très très grand hiatus entre les nécessités russes et les exigences russes pour mettre fin au conflit et le fameux plan Kellogg, dont je vous ai expliqué qu'il était quand même assez absurde. Alors, il faut quand même rester prudent parce que c'est Poutine qui continue de faire preuve, malgré tout, d'une forme de modération, toujours de tempérance face aux menaces américaines. On se souvient qu'il, déjà au moment de l'attaque sur la force des bombardiers stratégiques russes, il avait déjà dit que cette attaque était un acte de terrorisme et non pas un acte de guerre. Et évidemment, la différence est très importante. Un acte de terrorisme, il peut y répondre militairement, naturellement, mais il n'en déduit pas que ces actes, qui ont été permis bien sûr par un soutien américain, britannique et occidental et otanien,
font de ces soutiens-là des belligérants directs, si vous voulez. Ça reste du terrorisme contre la Russie, sur lequel il peut répondre, bien sûr, mais sans considérer qu'il est en guerre, en fait, officiellement, avec ceux qui ont aidé les Ukrainiens à perpétrer ces actes. Donc c'est quand même une nuance très importante. Et là, probablement, d'ailleurs, il avait fait ça en anticipant les menaces et les annonces américaines sur la livraison possible de Tomahawk à l'Ukraine, sachant que les Tomahawks peuvent être équipés d'ailleurs de têtes nucléaires. Donc là aussi, le Kremlin a défini ça, la livraison possible de Tomahawk, non pas comme un acte de guerre des États-Unis, mais comme des attaques qui seraient de nature terroriste, de nouveau, comme sur la force stratégique. Et bien sûr, des actes qui provoqueraient l'escalade du conflit. Mais encore une fois, chaque mot compte. Donc en faisant ça, il continue de jouer la modération et il se donne la légitimité, le droit de répondre à ces attaques dans le cadre de la lutte contre des actes terroristes sans déclencher la Troisième Guerre mondiale, sans cibler, si vous voulez, la co-belligérance, qui est pourtant évidente, des États-Unis notamment, mais aussi d'ailleurs des Européens. Donc ça, c'est le pari qu'il prend. Est-ce que c'est un pari gagnant? Est-ce qu'en misant sur l'intelligence des Américains, sur le retour à la raison à un moment donné, sur le fait qu'ils ne voudront pas franchir cette ligne rouge qui n'en est pas une en tant que telle qu'il l'a définie, est-ce que c'est un pari gagnant? Je ne sais pas, parce que ça donne évidemment des ailes aux faucons américains et aux néocons de toutes sortes et au deep state pour continuer la guerre d'usure, continuer l'escalade de leur côté, continuer la multiplication des provocations ukrainiennes. Donc, est-ce que c'est bon du point de vue de la poursuite de la guerre? Ça n'est pas sûr. La question est toujours lancinante. Est-ce que Poutine est trop modéré ou il a trop confiance dans le bon sens des dirigeants occidentaux? On voit que pour l'instant, ces calculs n'ont pas forcément été bons, puisque même au moment du coup d'État de Maïdan, il n'a pas tout de suite réagi, il n'a pas accepté les républiques séparatistes qui le lui demandaient dans la Fédération de Russie. Ensuite, il s'est quand même prêté au jeu des accords de Minsk, dont on sait aujourd'hui de la voix même des dirigeants occidentaux qu'il n'était qu'une mascarade. Finalement, alors que ça l'a poussé finalement à intervenir en Ukraine, il a laissé les forces ukrainiennes se renforcer et se préparer à reprendre le Donbass par la force. Donc il a été contraint d'intervenir. Finalement, si vous voulez, il est toujours en réaction, contrairement à ce qu'on raconte. Et ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est intelligent pour lui de faire ça? Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout de suite faire en sorte que l'Ouest n'ait pas l'occasion de devenir véritablement un co-belligérant, parce qu'il l'est, même s'il fait mine de ne pas le voir, de ne toujours pas le voir. Bon. Alors, ensuite, il y a eu la rencontre entre Trump et Zelensky, qui a été, je crois, assez musclée. En gros, le message de Trump à Zelensky, ça a été « mais réveille-toi ». Ton pays va être détruit si tu ne fais pas des concessions majeures et si tu ne donnes pas le Donbass à Poutine. Il a dit que l'économie russe, en fait, allait très bien et que la Russie était la plus forte sur le terrain et que donc il fallait quand même à un moment donné que l'Ukraine en tienne compte de cette réalité. Bon, on voit bien que ces déclarations au cours de cette rencontre avec Zelensky sont aux antipodes d'autres déclarations il y a quelques semaines, sur le thème « l'Ukraine peut encore gagner », on peut lui donner les armes qu'il faut, l'économie russe est au bord de l'effondrement. Si vous voulez, il y a un double discours. Et la question, c'est est-ce que ce double discours est un double jeu? Et à destination de qui? Alors, quand on regarde ce qui se passe en Europe et ce qui se passe notamment en France,
on a l'impression que, en tout cas du côté français, on continue sur le discours l'Ukraine peut gagner, il faut soutenir l'Ukraine, et la Russie est faible. Nous avons là des déclarations toutes récentes de notre ministre des Affaires étrangères, je crois hier, qui témoignent d'un déni absolument sidérant, hein, il n'y a pas d'autre terme, des réalités militaires, des réalités stratégiques et des réalités économiques, puisque Jean-Noël Barrot a quand même dit « Le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi à conquérir qu'1% du territoire ukrainien. » Donc c'est une manière, si vous voulez, de trafiquer le réel qui est assez folle, et surtout ça montre qu'on n'a toujours rien compris ou qu'on ne veut rien comprendre à l'approche tactique, l'approche militaire tactique et des opérations par la Russie dans le conflit ukrainien. Et bien sûr, c'est un déni flagrant. Enfin, je ne sais pas qui croit convaincre par ce type de discours. C'est vraiment, on a l'impression que plus ça va mal, en fait, pour les positions prises par l'Europe et pour l'Ukraine, plus on continue à s'enfermer et on va encore plus loin dans la surenchère verbale du côté européen, alors que l'Ukraine est au bord de l'effondrement et les Européens se vautrent avec elle dans l'effondrement. C'est-à-dire, c'est de plus en plus inquiétant parce que le réveil va être de plus en plus douloureux, surtout si Trump finit par arriver à quelque chose avec Vladimir Poutine sur une base réaliste. La grande question, c'est le peut-il, le veut-il, qu'est-ce qui le retient, qu'est-ce qui le tient, qu'est-ce qui fait des déclarations aussi contradictoires, presque d'un jour à l'autre. On a l'impression qu'il fait un pas vers un dialogue sérieux avec Moscou, et puis d'un seul coup, pouf, il revient en arrière. C'est extrêmement troublant. Donc la question, c'est le double jeu. Est-ce que... Et moi, j'ai tendance à croire ça, et je ne suis pas la seule, il y a un certain nombre d'analystes qui le pensent comme moi. En fait, il a une espèce de discours à destination des opinions publiques, peut-être américaines ou européennes, et en tout cas certainement des néoconservateurs et du deep state américain, sur le thème, vous voyez, je fais des choses pour l'Ukraine, je veux les aider, je continue à penser qu'il faut taper la Russie, qu'il faut il faut faire quelque chose, mais en fait, je ne le pense pas du tout. Je pense exactement l'inverse. Je poursuis mes discussions avec Moscou et je laisse finalement Moscou finir, si j'ose dire, le travail sur le terrain, c'est-à-dire continuer d'accabler l'Ukraine de frappes, de détruire ses infrastructures énergétiques et militaires. Ça, entre guillemets, je dirais que c'est le scénario le plus optimiste. C'est-à-dire, ça voudrait dire que Donald Trump a quand même une vision claire de la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de la réalité de la position russe et de la position ukrainienne. Bon. Mais je vais revenir dessus dans quelques instants, parce qu'il y a un certain nombre de gens quand même, alors pas en France manifestement, mais précisément, enfin, étonnamment en Grande-Bretagne et à haut niveau, qui ont une vision assez claire quand même de ce qui se passe. Mais je veux revenir sur l'affaire du fameux sommet de Budapest, puisqu'après le coup de fil Trump-Poutine, il y a eu l'annonce d'un possible sommet à Budapest, qui se serait tenu en Hongrie, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors évidemment, Zelensky a tout de suite dit qu'il voulait venir, les Européens ont tout de suite dit qu'il était hors de question de faire un sommet au sommet, si j'ose dire, sans eux. Et puis, le sommet a été remis sine die. On ne sait pas encore s'il aura lieu et quand il aura lieu. Bon. Et effectivement, la manière dont c'est retranscrit ici à la radio, à la télévision, c'est non, il ne se passe plus rien, sous-entendu parce que les positions sont de toute manière tellement antinomiques. Bon. Mais néanmoins, il y a d'autres médias, notamment américains,
qui ont quand même dit qu'en fait, il y avait eu déjà des entretiens amont entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, que cet échange avait été très constructif, mais pas suffisant pour que ça justifie de faire se rencontrer les deux présidents, parce que, évidemment, quand les deux présidents se rencontrent, il faut que ça ait un sens, et il ne faudrait pas se retrouver dans la situation du sommet d'Anchorage, en Alaska, qui a quand même fait un peu pchit. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui a été dit, c'est que il n'y avait pas de plan dans un futur immédiat pour une rencontre au sommet, mais que c'était productif, que ce que s'était dit Rubio et Lavrov était productif, que la voie diplomatique était toujours ouverte, c'est-à-dire qu'on continuait à discuter. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que la Russie est prête à faire des concessions lourdes ou d'accepter un cessez-le-feu permanent. À ma connaissance, la position russe, elle est toujours ferme, elle n'a pas bougé vraiment. Elle veut que soit reconnue la souveraineté russe sur la Crimée et sur les 4 oblasts, et surtout qu'il n'y ait pas de troupes OTAN en Ukraine et que les troupes ukrainiennes se retirent du territoire russe. Bon, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à relever à propos de cette proposition d'un sommet qui devait donc se tenir à Budapest. D'abord, c'est qu'en fait, c'était d'abord les Américains qui ont parlé de ce sommet, et les Russes, eux, ils ont déclaré que cette proposition de se rencontrer pouvait être examinée. Donc ce n'est pas les Russes qui demandent, premièrement. Ensuite, il est clair que du point de vue des uns comme des autres, il faut que se discutent les questions de fond, les questions techniques au niveau déjà des ministres des Affaires étrangères. Bon. Et ensuite, il y a quand même beaucoup encore de différences et de différends entre les approches américaines et russes. Donc, il faut comprendre que chaque partie est quand même très circonspecte, même si du côté américain, on voudrait pouvoir annoncer des choses. Sur le fond, tout reste encore à discuter, mais néanmoins, il s'est passé quelque chose d'important. C'est qu'un certain nombre de sources disent que pendant le coup de fil entre Trump et Poutine, Poutine aurait dit de nouveau qu'il était prêt à abandonner des parties des oblasts de Kherson et de Zaporijia, donc pas des deux autres, ni de Donetsk ni de Louhansk, en échange du fait que l'Ukraine abandonne complètement ce qui lui reste de territoire sous contrôle dans les deux autres oblasts, c'est-à-dire Kherson et Donetsk. Je vous en avais parlé de cette possibilité de négociation, de marge de négociation, dans une mondoscopie, je crois bien que c'était avant l'été. Et en fait, on y revient. C'est le point où il y a peut-être, moyen de moyenner. Évidemment, on peut imaginer que les Ukrainiens, et d'ailleurs, si ça a été rapporté aux Ukrainiens, cette possibilité, cette déclaration de Poutine, on peut imaginer que les Ukrainiens ont dit « mais certainement pas, mais c'est un outrage, mais c'est scandaleux, etc. » Mais cette idée n'est pas irréaliste. Donc je pense qu'il faut suivre ça de manière très, très étroite. Parce que du point de vue de la Russie, du point de vue de Vladimir Poutine, ce n'est pas du tout une capitulation de proposer ça. C'est pas non plus baisser les objectifs russes, en fait, en tant que tels, du conflit, si vous voulez, dans les objectifs de guerre, si vous voulez, russes, même si ça peut donner cette impression. Pourquoi ? Parce que Poutine ne voit pas un cessez-le-feu comme un cessez-le-feu permanent. Ce n'est pas du tout la fin de la guerre,
c'est pas du tout le point final et total. Il n'a jamais offert ça, et je ne pense pas qu'il l'offrirait. En revanche, il pourrait admettre un cessez-le-feu immédiat, temporaire, conditionnel, qui verrait les troupes ukrainiennes se retirer des petites parties qu'elles contrôlent encore, essentiellement d'ailleurs dans l'oblast de Donetsk. Et ça pourrait permettre de faciliter une négociation plus réaliste sur tous les autres enjeux, tous les autres points. Et donc, ce serait un peu win-win pour la Russie. Et c'est probablement pour ça qu'il l'a fait. Parce que qu'est-ce qui se passerait? D'abord, le fait de proposer de rendre finalement les parties qu'il ne contrôle pas encore, que les forces armées russes ne contrôlent pas encore à Kherson et Zaporizhia, ça montre qu'il est de bonne volonté. Et ça montre à Trump qu'il est de bonne volonté, évidemment, avant toute chose. En même temps, ça permet à la Russie de gagner une partie importante du territoire, je ne dirais pas gratuitement, parce qu'elle y a laissé quand même des hommes, du temps et beaucoup d'argent, mais elle obtiendrait Donetsk et Louhansk en entier, donc le Donbass à proprement parler, si vous voulez. Ensuite, ça voudrait dire qu'elle gagne, alors là il faudrait une carte, mais enfin, toute la région de Slaviansk et de Kramatorsk, que l'Ukraine devrait donc céder. C'est ce qu'elle a encore dans ces deux oblasts-là. Évidemment, si les Ukrainiens ne veulent pas faire ça, eh bien, Poutine paraîtrait toujours de bonne volonté, les Ukrainiens de mauvaise volonté, et, entre guillemets, à ce moment-là, le cessez-le-feu aurait peu de chances de tenir, et donc, si le cessez-le-feu ne tient pas, ça voudrait dire qu'il aurait gagné Slaviansk et Kramatorsk gratuitement, entre guillemets, sans combattre, en cessant de combattre, et que donc l'armée russe pourrait avancer de ce point de vue-là, pendant que Kherson et Zaporizhzhia, qu'il aurait fait mine, entre guillemets, de céder, eh bien, serait toujours sujet à éventuellement une offensive poursuivie par les forces armées russes. Donc, elle pourrait toujours poursuivre ses opérations, en fait. Donc, je pense que c'est peut-être un raisonnement de cet ordre-là que les Russes ont en tête. Et il faut voir maintenant ce que les Américains vont en penser. Ce qui est certain, c'est qu'on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle que les parties américaines et russes continuent à communiquer régulièrement et même probablement très régulièrement pour éviter une escalade des tensions entre leurs deux pays, parce que c'est quand même ça le grand danger. Donc, si on comprend ça, enfin si on le comprend comme ça veut dire qu'en fait, Trump fait un certain nombre de déclarations pour tromper finalement les faucons américains, pour désarmer leur agressivité, si vous voulez, parce qu'eux veulent poursuivre et étendre la guerre avec la Russie. Et pendant ce temps, les opérations russes se continuent et on s'achemine vers une négociation peut-être plus logique et qui permettra à la Russie finalement de gagner un certain nombre de choses sans trop en céder et sans renoncer à ses buts de guerre. Bon, enfin, tout ça est encore sujet à beaucoup de précision, d'aménagement, de convergence qui n'existent pas pour l'instant. Ensuite, il y a eu aussi des informations selon lesquelles certains responsables ukrainiens, notamment un ancien Premier ministre, Azarov, et un ancien procureur ukrainien qui était responsable des investigations anticorruption,
aurait dit que, en fait, c'est pas Zelensky qui dirige tout ça, qui contrôle ce qui se passe ou ce qui se passe pas et le jusqu'au boutisme des forces ukrainiennes. C'est un certain nombre d'oligarques ukrainiens qui, eux, ont tout intérêt, évidemment, à ce que la guerre se poursuive, parce que ça leur fait gagner un argent fou, hein. Et qu'en fait, Zelensky serait plus ou moins sous leur contrôle, entre leurs mains, et probablement peut-être aussi corrompu lui-même, ce ne serait pas impossible. Maintenant, je veux revenir sur la grande question, finalement. Qu'est-ce que croit véritablement, qu'est-ce que pense véritablement Trump à propos de l'Ukraine? Bon, parce que donc, il a dit des choses très très brutales à Zelensky pendant leur entretien, qui sont un peu à 180 degrés de ce qu'il fait comme déclaration par ailleurs. Donc, il aurait prévenu Zelensky que la Russie allait détruire l'État ukrainien s'il ne donnait pas, s'il ne faisait pas véritablement de concessions majeures. Bon. Et s'il ne rendait pas, s'il ne donnait pas le Donbass, enfin pour les Russes c'est le rendre, mais pour les Ukrainiens évidemment c'est le céder, et que en fait Trump aurait dit à Zelensky ton pays va être détruit si tu ne fais pas un accord rapidement. Voilà, Poutine peut te détruire, Poutine l'économie russe n'est pas du tout en train de s'effondrer comme tout le monde le raconte, les forces russes encore moins, et donc voilà, il est très très urgent pour l'Ukraine et pour ton pays que tu comprennes qu'il faut absolument faire un accord pendant qu'il en est encore temps. Bon, donc ça, si c'est ça, si Trump pense véritablement ça, et moi je suis encline vraiment à le penser, eh bien il faut maintenant que ça fasse son chemin, non seulement dans l'esprit de Zelensky, mais aussi dans l'esprit d'un certain nombre de responsables ukrainiens, y compris ceux qui font pression sur lui, parce qu'il n'y a pas que les oligarques, il y a aussi les ultranationalistes, et il va falloir trouver des solutions pour tous ces gens finalement. Et il faut aussi que les Européens s'y mettent. Alors, parmi les Européens, même si ce n'est pas l'UE au sens strict, eh bien, il y a un Britannique, et il y a un article de The Independent qui est très clair. C'est l'ancien chef d'état-major britannique, qui est Lord Richards, hein, qui a fait un certain nombre de déclarations sur le thème de l'Ukraine ne peut absolument pas gagner contre la Russie. On lui donne, les alliés lui font miroiter de faux espoirs. Et ça, c'est un article du 18 octobre, hein, donc il y a quelques jours, qui est très intéressant. Donc, il explique, quand même, il sait de quoi il parle, hein, Dieu sait si la Grande-Bretagne a été à la manœuvre de ce conflit. Il explique qu'il croit que l'Ukraine n'a aucun espoir de gagner, quelles que soient les ressources qu'on lui donne, quel que soit ce qu'on arrive à lui fournir, si vous voulez. Et là, le journaliste qui l'interroge le fait répéter 2 fois, mais est-ce que vous êtes sûr que même si on lui donne toutes les fournitures en armement nécessaires, l'Ukraine n'a aucune chance de gagner? Et il répète, il dit oui, absolument, parce qu'ils n'ont pas la force humaine, ils n'ont pas assez d'hommes. Et donc, il a été extrêmement, il a fait de la vraie realpolitik. Il a expliqué que la seule solution pour changer la donne, ce serait évidemment que les alliés, et en l'espèce les Britanniques, les Américains et les autres, entrent en Ukraine de vive force et tapent la Russie de vive force. Mais, comme il le dit, nous n'allons pas le faire parce que l'Ukraine n'est pas du tout un enjeu existentiel pour nous. Il l'est pour les Russes, a-t-il dit. Nous avons décidé, nous, Britanniques, que comme ça n'était pas un enjeu existentiel, nous n'irons pas à la guerre contre la Russie.
nous sommes dans une guerre hybride. On peut compter les points, l'Ukraine peut compter les points, mais une guerre hybride, ça n'est pas comme une guerre de vive force, ça n'est pas comme une guerre véritable, si vous voulez, où on cherche à annihiler les forces adverses, et une guerre surtout dans laquelle nos soldats prendraient le risque de mourir en très grand nombre. Et ça, il est clair que la Grande-Bretagne, ni les États-Unis, et je l'espère, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Pologne, n'ont envie de se trouver dans ce type d'hypothèse. Voilà. Donc, voilà, il continue, il raconte, oui, nous sommes extrêmement fiers de tout ce qu'ils ont réussi à accomplir, nous avons de l'affection pour les Ukrainiens, mais ça n'est pas notre intérêt vital de faire ça. Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de marquer des points, mais ils n'arriveront pas à renverser la vapeur. C'est quand même très important que l'ancien chef d'état-major des forces armées britanniques dise cela, c'est clair, c'est net, il faut en tenir compte. D'autant que sur le front, on peut dire que, évidemment, les avances russes se poursuivent, même si Jean-Noël Barrot considère que c'est 1% du territoire ukrainien durant les 1000 derniers jours. La réalité, c'est qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut avoir tous les journaux, tous les journalistes, tous les généraux de plateau qui racontent l'inverse. On peut regarder ça de très très loin, on peut regarder la Terre de très très loin et voir l'Ukraine et voir les gains de la Russie en tout petit. La réalité, c'est quand même que la Russie continue à grignoter sur le terrain du territoire ukrainien. Et l'autre réalité, c'est que l'aide militaire à l'Ukraine a clairement, et ça j'en ai aussi parlé dans des précédentes mondoscopies, elle a clairement décliné depuis, enfin, notamment en juillet et en août dernier, depuis que l'initiative de l'OTAN, qui s'appelle Pearl, vous savez, Prioritized Ukraine l'aide militaire à l'Ukraine a clairement diminué, notamment depuis l'été dernier, depuis juillet et août dernier, depuis, c'est un paradoxe, mais depuis le lancement de l'initiative de l'OTAN qui s'appelle Pearl, Prioritized Ukraine Requirements List, Pearl, P-U-R-L, qui est une initiative de l'OTAN. Donc depuis le lancement de cette initiative, en fait, l'aide à l'Ukraine concrètement décline et depuis, sur les 6 premiers mois de l'année, elle a baissé de 43%. Donc il y a quand même une réalité, si vous voulez, on peut raconter tout ce qu'on veut dans les journaux et sur les plateaux, mais la réalité, c'est que ça fond. Voilà, c'est que ça fond. Et qu'on peut toujours expliquer que le pouvoir de Poutine va s'écrouler, que l'économie russe va s'écrouler, que les quelques manifestations à Moscou avec quelques centaines ou milliers de personnes, à mon avis même pas des milliers, contre la guerre, etc., tout ça c'est l'annonce d'un changement de régime. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc il faut vraiment commencer, mais je vous raconte toujours la même chose, mais je ne comprends pas que ça ne fasse pas son chemin dans les esprits qui devraient être éclairés de nos dirigeants européens. Voilà, en tout cas, ça fait son chemin manifestement un peu plus dans l'esprit de Donald Trump. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis pour les membres du Cercle des Amis de Paix et Guerre, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle Clé du Monde. À très bientôt. Et je vous parlerai d'ailleurs dans cette Clé du Monde de la Russie, de l'Iran et de l'Azerbaïdjan. Voilà. Je n'en dirai pas plus. À très bientôt. Au revoir, chers amis.